Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le signe est une chose qui, en plus de l'impression qu'elle apporte au sens, nous fait connaître quelque chose de plus. Plus petit que Ea, plus grand que saint Augustin, de Doctrina Christiana. 1. De la subjectivité intériorisée, dans la théorie de l'énonciation. Le choix du titre, le monologue intérieur, le discours indirect libre et le point de vue dans le roman moderne, s'inscrit dans une logique de continuité. La recherche que l'on a entamée, dans le cadre du mémoire de master, était axée sur les jeux et enjeux de la polyphonie dans le nouveau roman. Ce travail avait pris pour objet l'étude du phénomène du dédoublement du langage à travers un texte sarrosien, un texte relativement récent, comparé au premier roman publié par l'auteur dans les années 30. S'agissant de la problématique, on pourrait dire que l'objet portera sur les trois piliers du pôle de la subjectivité intériorisée dans le récit, celui en particulier du roman moderne. La subjectivité intériorisée est une notion étroitement liée à un fait récurrent dans le discours. Il s'agit de l'effacement énonciatif. Ce fait se caractérise par un gommage inconscient ou délibéré des marques du locuteur dans l'énoncé. De cet effacement procède, sinon une parole, du moins une pensée. Mais de cette posture énonciative naît toute la problématique du discours rapporté. Sur le plan énonciatif, tout énoncé rapporté est assuré par un locuteur rapporteur. Les frontières entre le discours citant et le discours cité sont marquées par des signes typographiques. Cette configuration concerne le discours rapporté canonique. Mais quand le discours du locuteur fusionne avec celui de l'énonciateur, dans un énoncé qui passe outre les signes de ponctuation, l'on se trouve amené à s'interroger sur la validité du discours rapporté comme notion se rapportant au métalangage de la grammaire et de l'énonciation. Le monologue intérieur, le discours indirect libre et le point de vue sont trois variantes concernées par l'effacement énonciatif. Ces trois catégories, qui forment le triangle de la subjectivité intériorisée, ont ceci de particulier qu'elles se rapportent à une conscience souvent non verbalisée. Le traitement discursif et narratif de ces procédés repose sur un paradoxe. Il s'agit de les repérer dans un environnement énonciatif, marqué par la suppression des marqueurs du sujet parlant. S'ajoute à cette difficulté, le fait que les nuances entre ces trois régimes ne sont pas évidentes. C'est ainsi que l'on se propose d'examiner le monologue intérieur, le discours indirect libre et le point de vue à travers des corpus où l'instance locutrice pose problème. La réflexion portée sur le triangle de la subjectivité intériorisée prendra pour support 9 œuvres appartenant au roman moderne. La problématique de cette réflexion sera axée, non seulement sur les outils linguistiques et analytiques pour démonter les mécanismes du langage intérieur, mais aussi sur la représentation de la pensée intérieure dans les œuvres romanesques de Proust, de Simon et de Sarraute. Il s'agit d'abord de s'interroger sur la validité des instruments de la forge. L'interrogation va porter sur certains procédés linguistiques et narratologiques appliqués au roman moderne, Proust, Sarraute et Simon, et qui sont de nature à induire la confusion référentielle, confusion générée par le phénomène de l'effacement énonciatif. L'on se trouve de fait au cœur de la problématique de la polyphonie. Mais traiter de la polyphonie, c'est s'interroger sur l'apport heuristique et épistémologique de la linguistique de l'énonciation à l'activité du dépistage de la voix plurielle, particulièrement dans le discours romanesque. Un examen de certaines approches relatives au fait énonciatif s'avère indispensable. L'intérêt est incontestablement de confronter les acceptions, formulées par certains linguistes, les unes aux autres, ne serait-ce que pour rendre compte de leur validité épistémologique, à l'épreuve de l'effacement énonciatif. Commodité méthodologique oblige, on se propose d'organiser les investigations portées sur la théorie de l'énonciation en réseau, s'inscrivant chacun dans un programme spéculatif idéologiquement déterminé. Bally, Bakhtin, Benveniste, Ducrot et Orecchioni se sont appliqués à appréhender l'activité énonciative en mettant l'accent sur la complexité du fait notionnel et conceptuel. Les travaux de Charles Bally, auxquels l'on doit les deux notions de dictum et de modus, se proposent d'élargir les apports de la théorie saussurienne du langage en accordant un intérêt particulier à la linguistique de la parole. Dans son traité de stylistique française,
le disciple de Saussure examine le rapport à la langue et à l'activité de la parole surtout en termes psychologiques. Les mots les plus ordinaires tels que chaleur, froid, marcher, courir, etc. évoquent en nous des sentiments avant de réveiller des idées. On peut être à peu près sûr que suivant les personnes et les circonstances, la phrase « il pleut » fera surgir une impression de plaisir ou de déplaisir avant de faire concevoir l'apostrophe. Idée de la pluie. Il en va tout autrement dans une langue étrangère. À partir de Bali, l'on s'approche d'un fait inhérent au langage. Le fait se rapporte aux traces de l'usager de la langue, imprimées dans son énoncé. C'est précisément grâce à l'apport de Bali, en matière de modus et de dictum, que Ducrot a pu développer sa théorie de la polyphonie. Les notions de modus et de dictum, reprises par Bali à la philosophie médiévale, se définissent sans peine. Le premier élément de cette structure sémantique binaire, X a telle réaction, est le modus. X, l'être qui réagit, est dit sujet modal, et le type de réaction est dit verbe modal. Quant au dictum, c'est la représentation objet de la réaction. Plutôt que de psychologie, Bakhtin raisonne l'énonciation en termes de sociologie. Pour lui, l'activité énonciative participe d'un dialogisme conditionné en quelque sorte par le déterminisme sociologique. La voix individuelle du sujet parlant n'est qu'un vaste écho d'une doxa au contour diffus. Pour l'auteur du marxisme et la philosophie du langage, le mot est le territoire commun dans lequel se jouent les rapports de force des instances de l'interlocution, parce que, soutient-il, la réalisation de ce signe social dans l'énonciation concrète est elle-même entièrement déterminée par les relations sociales. Idéologiquement parlant, la théorie de Bakhtin est associée à l'idée du carnaval comme activité plurivocale réfractaire à l'ordre officiel. L'énonciation bakhtinienne s'inscrit dans une logique d'adversité. Elle reconstruit le statut de l'homme dans la société. C'est à Émile Benveniste que l'on doit une définition qui accorde le primat au statut de l'homme dans la langue. L'auteur de Problèmes de linguistique générale soutient que l'énonciation est une mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. La prise de parole, dans cette optique, est un événement unique, mais l'unicité de l'événement s'inscrit dans une démarche de coénonciation. C'est que le sujet parlant dont on conteste désormais l'unicité est un locuteur qui postule un allocutaire car dès qu'il se déclare locuteur et assume la langue, il implante l'autre en face de lui. L'énonciation devient en l'occurrence une activité d'allocution, une activité qui définit les conditions mêmes du rapport au monde. Les travaux d'Oswald Ducrot, concernant la théorie de l'énonciation et de la polyphonie en particulier, se situent à la croisée des chemins. Ils sont en partie une récupération de l'héritage de Bali, de Bakhtin, de Benveniste et surtout d'Austin. L'énonciation ducrosienne est dotée de 4 propriétés affichées comme des valeurs intrinsèques. Elle est d'abord une activité qui s'attribue la valeur inaugurale d'événement. Chaque acte d'énonciation est un événement unique impliquant un locuteur particulier dans une situation particulière. La prise de parole est donc assurée d'appartenir à la catégorie événementielle inhérente à toute activité humaine. Dans cet ordre de perception qui s'apparente à Benveniste, l'énonciation est une activité sui référentielle. Ducrot emploie également l'expression sui generis. L'auteur des mots du discours soutient « Le sens d'un énoncé, c'est pour moi une description, une représentation qu'il apporte de son énonciation, une image de l'événement historique constitué par l'apparition de l'énoncé. C'est ce qui m'a amené parfois à dire que tout énoncé est sui référentiel. Le sens de l'énoncé n'est pas seulement à percevoir comme une description de l'état du monde, mais plutôt comme une représentation de l'énonciation perçue comme une activité unique. Dans la perception ducrosienne, l'activité de prise de parole permet de rendre compte d'une autre propriété inhérente au langage humain. Il s'agit de la polyphonie qui, chez l'auteur du dire et le dit, a permis de susciter l'interrogation sur les 2 voix distinctes, celle du locuteur et de l'énonciateur. Et c'est ainsi que la notion de point de vue a pris une acception discursive déterminante pour les travaux linguistiques ultérieurs. Cette dichotomie énonciative, concernant les 2 piliers locuteur-énonciateur, ne figurait pas dans les travaux de Benveniste. Outre cet ancrage polyphonique, Ducrot inscrit le fait énonciatif dans une optique pragmatique. L'énonciation est caractérisée comme ayant certains pouvoirs. C'est de cette façon, en tout cas, que je comprends la théorie des actes élocutionnaires d'Austin.
L'activité énonciative est par là même dotée d'un pouvoir juridique, dans la mesure où elle est réalisée pour agir sur le destinataire et changer sa vision du monde. L'examinateur soucieux des précisions conceptuelles a beau jeu de découvrir dans les acceptions de Ducrot une approche qui passe outre la notion du langage comme description d'une réalité extralinguistique, puisque comprendre une énonciation comme accomplissant l'acte illocutoire A, asserteur, demander, interroger, etc. C'est penser qu'elle s'est attribuée à elle-même le pouvoir magique de créer une situation juridique nouvelle. Ducrot, qui s'est appliqué à travailler sur les instruments de la forge, a le mérite de libérer la linguistique de l'emprise de l'énoncé. Sa linguistique fait fléchir les frontières entre les énoncés, pour ériger la linguistique du discours en règle d'analyse, énonciative tout particulièrement. Dans la lignée de Ducrot, Catherine Kerbrat-Orecchioni perçoit le fait d'énonciatif dans un angle problématique. Après avoir constaté les distorsions conceptuelles de certaines approches linguistiques, l'auteur de l'énonciation se propose d'attribuer à la recherche, surtout celle axée sur la notion de point de vue, une fonction heuristique. Ainsi définit-elle l'énonciation. C'est la recherche des procédés linguistiques, shifters, modalisateurs, termes évaluatifs, etc., par lesquels le locuteur imprime sa marque à l'énoncé. Orecchioni, qui accorde le primat au statut du locuteur dans l'énoncé linguistique, inscrit ses travaux dans une sémiotique indicielle. Déictique, lexique évaluatif, modalisateur, etc., seront les outils de dépistage des traces du locuteur dans le langage. Ne serait-ce que pour l'illustration, elle a baptisé le premier chapitre de son ouvrage L'énonciation, de la subjectivité dans le langage. Mais l'on constate qu'en dépit des proliférations des acceptions, l'effacement énonciatif, n'est pas suffisamment traité dans la linguistique de l'énonciation. Ce phénomène de gommage, intentionnel ou inconscient, de l'instance locutrice ou énonciatrice marque son intrusion dans la narration, essentiellement avec l'avènement du discours indirect libre, DIL. Alain Rabatel, s'appuyant sur les travaux de Benveniste et de Ducrot, définit l'effacement énonciatif en ce sens. Si l'on cherche à le définir en référence au concept de Benveniste d'appareil formel de l'énonciation, correspond non à un appareil formel de la non-énonciation, car acte d'énonciation il y a, mais à un appareil formel de l'effacement énonciatif. Le phénomène d'effacement délibéré concerne essentiellement la posture du locuteur qui rend le dépistage énonciatif des marqueurs modaux, des déictiques et des indices de la subjectivité, difficilement identifiable dans un énoncé désembrayé. Et c'est paradoxalement ce type de gommage qui a permis aux linguistes de porter l'attention à 3 domaines d'intérêt qui se rapportent à la linguistique. Il s'agit du point de vue avec son corrélat polyphonique, au sens ducrotien du terme, et de la pragmatique. Pour Rabatel, la portée pragmatique est générée par le statut imparti aux instances qui se déclarent sous une configuration hiérarchisée. L'auteur de l'effacement énonciatif dans les discours rapportés et ses effets pragmatiques se propose d'étudier 3 types d'instances, à l'occasion de son examen du phénomène de l'effacement énonciatif. Le coénonciateur, le surénonciateur et le sous-énonciateur. La mise en scène de ces instances, qui pourrait surgir de la désinscription du locuteur, est conjointe à la constitution des PDV dans le discours et dans la narration. Notre perception du point de vue s'inscrit dans une double acception, car ce fait inhérent à la langue naturelle est à percevoir en tant que contenu propositionnel, mais aussi en tant qu'outil métalinguistique de dépistage des marques locutrices. On aura à traiter de cette problématique dans toute sa complexité. Mais, le PDV sera relayé par 2 variantes discursives, pour former les 3 piliers de l'effacement énonciatif. Il s'agit de ce que Rabatel appelle à juste titre, le pôle de la subjectivité intériorisée, et qui concerne les 3 marqueurs discursifs. Le monologue intérieur, MI, le discours indirect libre, DIL, bien évidemment en corrélation avec le discours direct libre, DDL, et le point de vue, PDV. Le choix de traiter du discours indirect libre, du monologue intérieur ou de ce qu'il est convenu d'appeler le point de vue, est déterminé par 3 raisons. Il s'agit de montrer 3 procédés qui participent tout à la fois, de la linguistique de l'énonciation et de la littérature. De l'énonciation, parce qu'il est question d'interaction verbale et de brouillage énonciatif, souvent dans le cadre du même énoncé. De la littérature,
Parce que les trois piliers de ce triangle de la subjectivité intériorisée concernent également le statut du narrateur, propriétaire et dispensateur de la parole dans le récit. Ces variantes discursives et narratives ont toutes une portée polyphonique. Elles permettent en l'occurrence d'interroger le statut du sujet parlant dans le texte littéraire, celui du roman moderne, particulièrement quand il induit une confusion référentielle. Notons en l'occurrence que le souci est de tenir compte de l'apport de réflexions comme celle de Foucault, du marxisme et du freudisme, qui remettent à leur manière en cause la notion du sujet. Le traitement qui sera accordé au texte littéraire moderne va permettre de rendre compte de la difficulté de saisir les nuances entre ces trois modalités du discours. On pourrait légitimement poser la question: quels sont les paramètres qui permettent de démêler le discours indirect libre du discours direct libre, comme variante discursive et narrative? Une autre question aura à cibler la précision des concepts qui participent tout à la fois de l'énonciation, de la polyphonie et de la narratologie. Dans quelle mesure il y a différence entre monologue intérieur et point de vue? La difficulté de saisir les nuances entre les trois procédés en question réside dans le fait qu'ils touchent tous le domaine de la pensée, outre qu'ils n'obéissent pas à une configuration grammaticale bien déterminée. Les trois variantes participent de la problématique énonciative relative au rapport discours cité. Dans La crise du roman, Michel Raymond constate que les trois procédés du discours et de la narration, dit les PDV, fonctionnent comme des vases communicants. Dans Sébastien Roch, 28, la technique du point de vue, quand elle est assez rigoureusement observée, aboutit par endroits, grâce à la convention naturaliste du discours indirect libre hérité de Flaubert, à des espèces de bribes de monologue intérieur. Ce constat formulé par un critique littéraire met la lumière sur un fait remarquable dans le roman post-naturaliste. Il s'agit du décloisonnement des frontières énonciatives dans le texte narratif. La voix qui s'exprime n'est plus uniforme, elle est désormais éclatée, et par moments elle est informe, du fait que l'effacement énonciatif est érigé en principe d'écriture. S'ajoute à cette difficulté heuristique la possibilité qu'une phrase ne soit pas prononcée. Le monologue intérieur, considéré par Régis Salado comme la voix royale donnant accès à l'inconscient du personnage, est un discours inaudible et qui prend forme dans le courant de conscience. Il est l'expression de la pensée en gestation. Pour Dujardin, le monologue intérieur, comme tout monologue, est un discours du personnage mis en scène et a pour objet de nous introduire directement dans la vie intérieure de ce personnage, sans que l'auteur intervienne par des explications ou des commentaires, et comme tout monologue, est un discours sans auditeur et un discours non prononcé. Les narratologues et les linguistes se disputent la propriété du territoire dans lequel se déploie le monologue intérieur. Mais outre cette difficulté d'ancrage, il y a la portée dialogique du et la question est de savoir dans quelle mesure le discours monologique pourrait être lu comme un discours dialogique. L'intérêt sera également porté à la nature de la filiation entre le et le discours rapporté, docteur, car le docteur n'est pas un contenu propositionnel d'ordre informationnel, c'est avant tout une posture énonciative. Combette constate: dans l'étude proposée par Abandfield, la problématique du docteur est insérée dans un code plus général, celui des voies narratives 32. Tout comme le DIL et le PDV, le sera soumis à un examen notionnel, vu qu'il se rapporte tantôt à la littérature, tantôt à la linguistique. La raison est que le courant de conscience, qui passe outre les frontières entre les champs de réflexion, et qui se présente sous forme d'un défilement ininterrompu d'idées, souvent sans cohérence ni cohésion, impose une configuration narrative qui fait de l'énoncé une structure ouverte au déploiement du rendu brut de la pensée. Umberto Eco s'interroge en sémiologue sur la capacité de la narration à rendre perceptible par le signe une expérience introvertie. Il en conclut, dans l'œuvre ouverte, que le narrateur se doit d'opérer un choix, ne serait-ce que pour rendre, par le langage, la technique de stream of consciousness. Elle ne correspond pas à l'enregistrement de tous les phénomènes psychologiques du personnage, mais résulte encore d'une sélection opérée par l'auteur. Mais en conclure à l'autorité permanente du narrateur-locuteur sur le défilement du tout venant produit par la pensée du personnage énonciateur, c'est aller très vite en besogne. Les textes qu'on se propose d'examiner, à l'occasion de cette investigation du pôle de la subjectivité intériorisée, pour reprendre l'expression de Rabatel, sont l'exemple même de la complexité des rapports locuteur-énonciateur.
Outre le monologue intérieur, le discours indirect libre a en l'occurrence droit de citer. Le deal est un procédé polyphonique, à la fois discursif et narratif. Son repérage n'est pas toujours de tout repos. Minguenot constate la difficulté de l'identification. Il définit le deal en synthétisant Bakhtin et Ducrot. Hors contexte, rien ne permet de conférer de manière assurée à un énoncé le statut de discours indirect libre. Ceci est lié à la propriété remarquable qu'il le deal a de rapporter des propos en faisant entendre, inextricablement mêlés, deux voix différentes pour reprendre les termes de Bakhtin, deux énonciateurs, selon ceux de Ducrot. Genette constate qu'U'. Il n'en va pas tout à fait de même avec la variante connue sous le nom de style indirect libre, où l'économie de la subordination autorise une plus grande extension du discours et donc un début d'émancipation malgré les transpositions temporelles. La définition de Genette porte le label de la grammaire normative qui appréhende le deal comme une variante transposée. Mais ce qui importe pour l'auteur des figures, c'est l'émancipation qui permet de libérer le champ narratif de la tutelle du narrateur-locuteur. L'intérêt ou la difficulté de la réflexion qui sera axée sur le discours indirect libre est de détecter les marqueurs discordentiels, et qui sont de nature à articuler, par des moyens linguistiques et narratifs appropriés, le passage d'une voix à une autre. L'examen des énoncés qui se rapportent au deal repose à notre sens sur un triple paradoxe. Le premier concerne le marqueur grammatical. Dans le texte romanesque, nouveau-romanesque tout particulièrement, le deal ne se signale le plus souvent par aucun marqueur spécifique, emploi pronominal, verbal, modal ou intonatif. Cette difficulté qui attribue aux moyens linguistiques la fonction heuristique de détecter les instances enchevêtrées, linguistiquement non marquées, est un paradoxe qu'il faut résoudre, moyennant le dispositif de la théorie inférentielle. Le deuxième enjeu concerne le lien étroit entre le deal et les deux autres variantes discursives, à savoir le mi et le PDV. Le repérage est d'autant plus complexe que Ducrot s'applique à examiner le deal conjointement avec la notion de point de vue. Dans ses ouvrages, l'on détecte quasi systématiquement la corrélation entre le deal et le point de vue, c'est bien évidemment dans la perspective d'une approche polyphonique de cette variante dont il conteste l'appartenance au discours rapporté. La troisième difficulté de portée non linguistique est d'ordre pragmatico-cognitif. C'est que la désinscription du locuteur participe d'un choix pragmatique, et le brouillage des voix traduit une intention qui donne à l'énoncé une valeur illocutoire. Pour Catherine Kerbrat-Orecchioni, si l'on se retranche derrière un tiers, c'est bien souvent une manière habile parce qu'indirecte de suggérer ce que l'on pense sans avoir à s'en porter garant. Il s'agit de l'expression d'un point de vue qui ne dit pas son nom. Le point de vue est une notion employée d'abord par la critique littéraire. La narratologie s'en empare, pour la rapprocher du discours indirect libre. Ainsi le constate Rabatel, le PDV est d'abord comme le deal avec lequel il est proche, un phénomène littéraire, mais il est loin de se cantonner à ses emplois. Cependant, la narratologie et la linguistique n'appréhendent pas le phénomène de la même façon. Le point de vue est une conscience non verbalisée, il a une portée énonciative. Le sujet de conscience n'est pas modal, il est plutôt vocal pour Ducrot. Il se fait voix, mais voix souvent plurielle. La pluralité des voix, et partant des points de vue, est accentuée davantage par le contexte déterminé par l'interaction verbale. Pour Ducrot, le PDV est conjoint à l'énonciation. J'appelle énonciateurs, dit-il, ces êtres qui sont censés s'exprimer à travers l'énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots précis. S'ils parlent, c'est seulement en ce sens que l'énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non pas au sens matériel du terme, leur parole. La narratologie appréhende le point de vue dans une perspective focale, alors que la linguistique le saisit dans une perspective vocale. La topique vocale du PDV fait que certains linguistes proposent des démarches qui rapprochent ce mode d'énonciation du discours rapporté. Pour Rabatel, le PDV serait une des formes du docteur à côté du DD, dit ou du deal et en forte proximité avec ce dernier. Cette thèse d'un PDV appréhendé comme une sous-classe du docteur pourrait être légitimée par le fait que l'instance du discours, difficilement perceptible dans un contexte caractérisé par l'effacement énonciatif, est justiciable d'une restitution vocale marquée. Toute voix représentée, explicitement ou implicitement, correspond à un point de vue.
Autrement, tout point de vue est un point de vue. Ça a l'air d'être tautologique, mais on pourrait paraphraser cette idée en disant que toute variante du docteur est un point de vue. La représentation du PDV comme une des formes du docteur, à côté du DD, dit, du deal ou du monologue intérieur ne s'explique que parce que l'analyse privilégie un PDV parmi d'autres, le PDV représenté. Toutes ces formes marquées par le désistement énonciatif auront à bénéficier d'un examen critique dans le cadre d'une approche qui s'appuie sur l'étude du corpus littéraire, afin de pouvoir gagner doublement en intérêt. D'abord une précision conceptuelle valide, qui naît de sa confrontation avec certains textes dont l'instance narrative perd en légitimité au profit d'une voix plurielle. Ensuite une réflexion qui porte sur la subjectivité intériorisée, ayant pour cible une certaine forme de la phénoménologie de la perception, au sens de Kant et de Merleau-Ponty, une phénoménologie qui soit de nature à démonter les mécanismes de la perception du sujet dans un contexte idéologiquement déterminé. 2 choix de corpus et motivation. Que l'on choisisse de réétudier le texte proustien, d'explorer la narration sarotienne ou de s'aventurer dans le récit simonien, il s'agit dans tous les cas de figure d'apprécier des œuvres qui ont remis en question le statut du narrateur dans le roman, et qui se sont émancipées des contraintes de l'esthétique romanesque post-naturaliste. Pour ce qui est du roman moderne, l'on pourrait en l'occurrence s'en remettre à Barthes, lequel choisit de s'interroger sur l'œuvre plutôt que sur le courant auquel elle appartient. Il vaut mieux s'interroger sur le sens de l'œuvre de Robbe-Grillet ou de Butor que sur le sens du nouveau roman. Les 9 romans faisant l'objet de cette réflexion sont placés sous l'étiquette de roman moderne, pour au moins 3 raisons. La première concerne le refus de l'inertie psychologique, dans laquelle s'est englué le roman classique. C'est ainsi que la recherche d'une ouverture au second degré, le choix de l'ambiguïté et de l'information comme valeurs essentielles de l'œuvre, représente un refus de l'inertie psychologique. Du refus de ces formes, qui en tout état de cause relèvent du psychodrame, procède la notion du point de vue. Le point de vue, au sens scopique du terme, appartient à une esthétique de l'éclatement des instances. La visée idéologique de ce courant conteste la notion controversée de roman bien fait. Écrire un roman bien fait, c'est choisir les faits selon un seul point de vue, qui sera celui de l'auteur, et les ranger dans la ligne directrice d'un système de valeurs. Selon la terminologie narratologique, la notion d'auteur étant fort close se trouve supplantée par le narrateur omniscient. Le roman moderne est une forme qui le plus souvent passe outre l'objet narratif, il s'affiche par la vacuité de l'objet. C'est un signifiant sans signifier, un style d'écriture sans contenu sémantico-référentiel. Le lecteur a donc beau jeu de s'interroger sur toutes sortes d'inflexions vocales dans une forme narrative où le récit d'événements se mue en récit de parole, lequel se trouve produit par un sujet qui ne cesse de s'interroger « Qui suis-je ?» Selon la fine analogie barthienne, cette littérature qui met en scène un sujet en crise demeure comme cette héroïne racinienne qui meurt de se connaître mais vit de se chercher. L'interrogation axée sur soi est une tentative d'édifier le mythe personnel en système de référence. Mais dans un autre sens, on sait bien que tout mythe est une recherche du temps perdu. Les romans que l'on se propose d'examiner s'inscrivent dans une filiation esthético-romanesque, il s'agit de 9 textes. Marcel Proust, du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le temps retrouvé. Claude Simon, La corde raide, La route des Flandres, Le jardin des plantes. Nathalie Sarraute, Les fruits d'or, vous les entendez ? Ouvrez. Proust est un romancier qui a opté pour la réinvention thématique. La recherche tout entière raconte l'histoire d'une vocation artistique. Cette quête de soi induit une configuration discursive et narrative peu habituelle, comparée à l'esthétique romanesque classique. L'on pourrait traiter du discours chez Proust qui en a fait un usage particulier, pour raconter une histoire en devenir. La question est donc de savoir quel label on pourrait donner à cette narration dans laquelle Proust raconte Marcel. Quel est le statut du narrateur dans le roman proustien ? Pourrait-on se hasarder à dire que le roman tout entier est une autobiographie, en s'appuyant sur la vocation artistique qui occupe l'esprit de l'auteur ? Dans tous les cas de figure, on aura à examiner le fonctionnement du discours dans la perspective énonciative, ne serait-ce que pour voir dans quelle mesure le personnage énonciateur coïncide avec le narrateur, dans un premier moment, et avec l'auteur, dans un deuxième moment.
Les 3 romans proustiens, objets de cette réflexion, s'inscrivent dans une certaine filiation, mais aussi dans une certaine postérité narrative et discursive. Si l'on considère Proust comme le romancier de la pseudo-diégèse, Simon s'avère le romancier de la contestation diégétique, et c'est la raison pour laquelle il fait l'objet de cette réflexion. Simon se confond avec ses personnages. L'on se rend compte que la confusion chez cet auteur qui se réclame du nouveau roman est constitutive de la matière romanesque. Outre cette propriété, l'auteur édifie le roman de l'enchevêtrement narratif. Il propose une configuration énonciative atypique, celle qui fait de la parole l'objet de représentation. Le défi de lecture du roman simonien est de démêler les voies, non seulement de la narration, mais aussi du discours dont l'attribution s'avère peu évidente. Il serait judicieux de s'interroger sur les variantes discursives privilégiées par l'auteur qui donnent libre cours à la conscience des instances de l'énonciation. Et c'est dans cette optique que l'on pourrait examiner l'invention romanesque caractéristique de cet auteur qui se démarque du roman bien fait. Mais si Simon a relativement explicité ses options esthétiques, romanesques particulièrement dans la corde raide, Nathalie Sarraute a établi les bases théoriques de ses romans dans un ouvrage critique baptisé L'érée du soupçon. Elle se propose d'articuler ses écrits autour de 2 notions clés, tropisme et sous-conversation. L'érée du soupçon est considéré par la critique tardive comme l'ouvrage fondateur du courant nouveau qui prendra la dénomination de fortune, nouveau roman. La première notion clé se définit chez Sarraute en ce sens. La mise en mouvement de forces psychiques inconnues est toujours à découvrir dont aucun roman moderne ne peut se passer. L'inconnu des forces psychiques est constamment désigné par des termes au suffixe privatif, et dont on retient l'heureuse dénomination innommable. Il s'agit de rendre le sensationnel fugace perceptible par les mots, comme en peinture. Les mouvements intérieurs de l'esprit se convertissent en signes, couleurs et formes, pour fixer définitivement l'impression passagère dans une forme d'artefact langagier. La deuxième notion qui se trouve être à la base de l'esthétique de la création verbale chez Sarraute est la sous-conversation, qui est à son tour définie dans l'érée du soupçon. Cette notion sarrautienne est à la croisée des chemins. Elle se situe entre le courant de conscience de Joyce et le monologue intérieur de Proust, ce qui se dissimule derrière le monologue intérieur. Un foisonnement innombrable de sensations, d'images, de sentiments, de souvenirs, d'impulsions, de petits actes larvés qu'aucun langage intérieur n'exprime qui se bousculent aux portes de la conscience, assemblent en groupes compacts et surgissent tout à coup, se défont aussitôt, se combinent autrement et réapparaissent sous une nouvelle forme tandis que continuent à se dérouler en nous, pareil au ruban qui s'échappe en crépitant de la fente d'un téléscripteur, le filet ininterrompu des mots. Cette définition littéraire qui vaut manifeste s'établit comme le parfait corrélat au triangle énonciatif de la subjectivité intériorisée, qui implique, rappelons-le, le monologue intérieur, le discours indirect libre et le point de vue, d'autant que Sarraute passe outre les marqueurs discordantiels et les frontières entre discours citant et discours cité. Pour l'auteur de l'érée du soupçon, rien n'est moins justifié que ces grands alinéas, ces tirets par lesquels on a coutume de séparer brutalement le dialogue de ce qui le précède. Toutes ces options esthétiques nous ramènent à nous interroger sur la configuration de l'énoncé et sur l'objet traité dans le roman sarrautien. Les romans de Sarraute s'offrent comme le lieu d'exploration du psychisme humain, ils interrogent non l'objet, mais le mot comme porteur de sens et comme dépositaire d'une certaine modalisation. De fait, l'on se trouve en droit d'interroger le texte sarrautien comme représentatif du courant novateur, comme récit qui témoigne d'un mouvement de recherche, de refus. Le refus de l'enfermement. L'écriture de Sarraute s'exprime par le rejet de l'unicité du monde et de l'instance du discours. L'héritière de Proust et de Dostoïevski se fait, de tous les écrivains du nouveau roman, l'instigatrice la plus achevée de l'œuvre ouverte. Et c'est le sens même de la modernité que de s'investir dans des œuvres romanesques, qui s'interrogent sur les conditions de possibilité du roman. Proust, Simon ou Sarraute se sont évertués, chacun à sa manière, à construire, au-delà de la représentation de la conscience profonde par le langage, une interprétation du signe qui s'efforce de faire sens dans la permanence, et qui en plus se réclame d'une épistémologie ayant pour tâche de déconstruire le réel pour édifier la poétique de la pluralité des points de vue et en l'occurrence, des systèmes de valeurs dans un monde mouvant.
Les trois auteurs inscrivent leurs investigations dans une filiation qui remonte à Dostoïevski. Tous les trois se réfèrent, ou par analogie ou par contraste, à l'auteur des Possédés et de Crimes et Châtiments dans leurs œuvres respectives. Tous les trois ont orienté leurs œuvres vers des notions qui s'apparentent à la pensée profonde, la mémoire volontaire ou involontaire pour Proust, le portrait de la mémoire pour Simon et la sous-conversation pour Sarraute. Ces notions clés coïncident avec un programme narratif réfractaire, lequel se trouve au cœur de l'examen que l'on va accorder aux pensées intérieures du sujet de perception. 3 axes du développement. L'examen des corpus mentionnés au préalable permettra de rendre compte du phénomène discursif et narratif qui déconstruit le sujet parlant dans l'œuvre romanesque. C'est ainsi qu'un premier axe d'analyse sera articulé sur le phénomène du monologue intérieur en tant que notion qui participe de la narration et du discours, mais aussi en tant que manifestation dans l'œuvre romanesque. Les perspectives littéraires et linguistiques seront à cet effet traitées de près, ne serait-ce que pour vérifier dans quelle mesure il y a convergence ou divergence concernant les représentations intérieures. Il s'agit par ailleurs de saisir les nuances entre les 3 variantes du compte-rendu de perception: monologue intérieur, discours rapporté et pensée rapportée. L'intérêt sera en outre porté sur l'étude des possibilités d'articulation entre le mi et l'échange verbal, en contexte narratif. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, le jardin des plantes et les fruits d'or seront traités dans une optique analytique et analogique, ne serait-ce que pour rendre compte du flux de la conscience dans le discours et dans la narration. Le deuxième axe du travail, s'agissant du triangle de la subjectivité intériorisée, prend pour objet le deal, deuxième pilier énonciatif de la verbalisation du langage intérieur. L'interrogation portera au premier chef sur le statut médian du deal, comme variante à la fois discursive et narrative. Ce fait de langage, né de l'effacement énonciatif, est générateur du dédoublement qui se traduit dans l'esthétique romanesque par la polyphonie. Les 3 romans sélectionnés à cet effet, du côté de chez Swann, La Route et Flandre et Vous les entendez, édifient le discours indirect libre comme marqueur de confusion référentielle qui, tantôt concerne le couple narrateur-personnage, tantôt le couple narrateur-auteur. La visée heuristique consiste à voir si ces jeux énonciatifs sont révélateurs d'enjeux idéologiques et épistémologiques. De la confusion référentielle procède le point de vue qui, de tout le pôle de la subjectivité intériorisée, se révèle le plus complexe et le plus difficile d'accès. En 3e partie, l'on se propose d'étudier ce fait de langage qui appartient tout à la fois à la narration et au discours. Il sera essentiellement question des nuances établies entre PDV focal et PDV vocal, et aussi pictural. La perspective de Benveniste, de Genette et celle de Ducrot, outre celle de Raymond, seront complétées essentiellement par les travaux de Rabatel, de Kleiber et de Rosier. C'est dans cet ordre d'idées que l'intérêt sera accordé au temps retrouvé, à la corde raide et à Ouvray qui, tous les 3, édifient la vocalisation et la focalisation dans une logique de fragmentation énonciative. C'est une esthétique qui est de nature à faire de la perception du sujet un phénomène cognitif digne d'examen. Partie 1. Le monologue intérieur. Un monologue intérieur est marqueur de mise en scène. 1.1 Le monologue intérieur dans la perspective de la critique littéraire. La complexité du mi est en partie liée à son appartenance à plusieurs approches. Il pourrait être examiné comme mode d'écriture littéraire, ou comme variante énonciative qui serait rattachée au discours rapporté. Le mi se prête aussi à une lecture cognitive, puisque le langage interne authentifie une certaine représentation des phénomènes par le sujet de conscience. Le sujet de conscience fait de la scène d'énonciation un confessionnal dans lequel il donne libre cours à son expression. 1.1.1 de la confession spontanée au courant de conscience. C'est avec la réédition des Lauriers sont coupés, en 1924, que le mi a commencé véritablement à faire débat. Ce mode d'expression narratif a d'abord fait l'objet d'investigations par la critique littéraire. La préface au roman de Dujardin est rédigée par Valérie Larbaud. Larbaud s'y interroge sur cette forme de langage spontané qu'il associe au courant de conscience de James Joyce. Il fournit un témoignage non moins révélateur quant à la source du monologue intérieur.
En 1920, je lus ce qui avait paru de Ulysse dans The Little Review, et peu de temps après j'eus le privilège de causer longtemps et à plusieurs reprises de cet ouvrage avec James Joyce lui-même, et qui en achevait le dernier épisode. Et c'est ainsi qu'un jour il me dit que cette forme avait déjà été employée, et d'une manière continue, dans un livre d'Édouard Dujardin, publié en pleine époque symboliste et antérieure de près de 30 ans à la composition de Ulysse. Le témoignage de Joyce a ceci de particulier qu'il évoque un mode d'énonciation continu. Le mythe de Dujardin n'est pas intégré à la narration, il est la narration même. C'est un défilement ininterrompu de pensée, né du fantasme du personnage principal du roman. Ce mode d'énonciation passe outre l'autorité du narrateur, d'autant que la première personne du singulier est privilégiée en tant qu'instance s'exprimant sans médiation narrative. Valérie Larbaud fait de sa préface au roman de Dujardin un micro-recueil de témoignages révélateurs de la paternité française de cette forme qu'est le mythe. Il invoque l'argument d'autorité joycienne pour défendre cette thèse. Dans Les lauriers sont coupés, me dit Joyce, le lecteur se trouve installé dès les premières lignes dans la pensée du personnage principal, et c'est le déroulement ininterrompu de cette pensée qui, se substituant complètement à la forme usuelle du récit, nous apprend ce que fait ce personnage et ce qui lui arrive. Du reste, ajouta-t-il, lisez, les lauriers sont coupés. Le témoignage, plutôt l'hommage de Joyce en faveur de l'œuvre de Dujardin, implique, sans ambiguïté aucune, les deux piliers qui caractérisent le mythe. D'abord l'endophasie, ou le langage intérieur, forme d'expression qui n'est pas prononcée. Ensuite le défilement. Joyce parle de déroulement ininterrompu des idées qui, dans l'économie du récit, assurent la continuité narrative. Joyce nous apprend que c'est dans ce mode d'expression non verbalisé que l'on découvre le contenu événementiel de la narration. Mais l'auteur de Ulysse ne dit pas que le mythe est en soi événementiel. Il s'agit de ce que Genette appelle « récit de parole ». L'auteur des figures définit ainsi le récit de parole. Tout serait double, sans qu'on puisse distinguer où est l'objet lui-même et où est le nom. L'initiateur du courant de conscience a le mérite de traiter d'une forme expansive, s'opposant en tout état de cause au mythe qui appartient au monologue discontinu, celui du roman classique. Le mythe s'inscrit dans une filiation qui remonte au XVIIe, voire au XVIe siècle, et ce n'est pas chose anodine de rappeler que Dujardin a consacré Les lauriers sont coupés à la mémoire de Racine. Les confessions de Phèdre ou d'Andromaque ne sont-elles pas des paroles qui s'apparentent au monologue? Racine n'est certainement pas le précurseur de cette variante du discours, mais la densité du pathos impliqué dans les tirades, celle de Phèdre ou d'Andromaque en particulier, inscrit la confession dans une forme d'expression spontanée et qui nous introduit dans la pensée du personnage. Mais que l'on ne se trompe pas de chemin, ce monologue à la Racine n'est pas intérieur, il est exprimé à haute voix. Il n'est pas un discours sans auditeur, d'autant plus qu'il s'agit de théâtre. Valérie Larbaud soutient que le mythe est une forme qui s'inscrit dans une filiation. Dans sa préface aux lauriers sont coupés, il accorde un traitement particulier à Montaigne. En réalité, la découverte et la mise en œuvre de cette forme si neuve ne représentent qu'une phase, mais la plus récente, du développement d'une tradition littéraire qu'on peut faire partir de Montaigne. La forme qu'il adopta et ficienne à jamais est celle de l'essai, transposition de ce qu'on pourrait appeler le monologue bavardé, ou encore les propos à bâton rompu. Et par moments cette forme côtoie d'assez près celle de Les lauriers sont coupés. Aussi les essais étaient-ils une forme de réflexion sur la propre vie de l'auteur et sur l'homme. Mais cette variante n'est pas déployée comme un défilement ininterrompu d'idées. À la question ontologique, que suis-je moi, Michel Eyquem de Montaigne? L'auteur associe une autre d'ordre épistémologique, qu'est-ce que l'homme? Le monologue n'est donc pas érigé en mode d'expression dans les essais. Il est plutôt né de la proximité de la confession et de la réflexion. Larbaud tente par ailleurs de traiter ce fait de langage de manière analogique, à l'occasion de sa réflexion sur le mythe de Dujardin. Il traite de la proximité du mythe, du monologue dramatique et de la poésie lyrique des formes voisines. Ces trois formes se rapportent chacune à un genre littéraire différent. Le mythe est essentiellement une forme romanesque. Le monologue dramatique, comme son nom l'indique, se déploie dans le théâtre, le lyrisme est une forme foncièrement poétique. Pour Valérie Larbaud, ces trois variantes du discours fonctionnent en vase communicant. La poésie lyrique dite familière est opposée au lyrisme d'apparat, Théophile à Malherbe,
semble bien avoir continué avant la prose, cette tradition, et il est probable qu'en étudiant l'histoire du monologue dramatique, on arriverait par degrés à la méditation des poètes romantiques, chaque fois qu'il s'agit d'une véritable méditation ou effusion de la pensée du moi profond et non d'un discours ou d'une déclamation en vers. Le souci d'intégrer cette forme de discours à une filiation particulière met la poésie lyrique à la source du monologue, et partant, du monologue intérieur. La poésie lyrique est une forme qui développe incontestablement le culte du moi. Elle s'oppose à la poésie épique, déclamation en vers selon les propres termes de l'Arbaud, dans la mesure où le sujet parlant n'est plus le dépositaire permanent des valeurs communes. Le sujet lyrique est un être introverti. Sa poésie est foncièrement endophasique, réflexive. Elle est née de la crise de son être au monde. Le sujet lyrique ne dialogue pas, il se livre au monologue, faute d'interlocuteur. C'est dans cette optique que l'on s'accorde avec l'Arbaud, pour dire qu'il y a parenté entre mie et poésie lyrique. La différence générique n'exclut pas la parenté génétique entre les deux modes d'expression introvertis. Cette forme d'introversion sera érigée, au XXe siècle, en système de création littéraire, essentiellement chez les prosateurs. La raison est que la crise que connaît le roman post-naturaliste va libérer la parole de la tutelle narrative. L'Arbaud constate que le progrès vers le monologue intérieur est encore plus sensible chez les prosateurs que chez les poètes. L'esthète prosateur, au sens bakhtinien du terme, fait désormais du roman le foyer de cristallisation de toute la thématique qui se rapporte à l'ego. Confession, contestation, effusion, méditation, etc. Pour le préfacier des Lauriers sont coupés, le journal intime est un support assez prisé par les auteurs qui privilégient l'esthétique de la narration réflexive. La forme journal intime qui côtoie de très près, dans certains livres de F. Dostoïevski par exemple, la forme employée dans Les Lauriers sont coupés, mais qui reste cependant basée sur la donnée réelle, journal intime. Dans l'optique de la critique littéraire, le mie est d'autant plus complexe qu'il s'inscrit dans une triple dimension. La dimension générique. Le mie est une forme qui, avons-nous dit, est née dans le giron de la poésie. Sur le plan de l'expression, ce mode réflexif est le plus souvent associé à la première personne du singulier je. Cette instance, scindée en deux entités, dessine un cadre figuratif qui met en scène un jeu à la fois source et cible de discours. La dimension tonale. Le monologue intérieur est une variante discursive qui privilégie essentiellement la tonalité lyrique ou pathétique. Lyrique, en considération de la musicalité du signifiant sonore pour lequel opte le sujet qui tente de chanter son mal-être. Le pathos, quant à lui, est conjoint à un moi tiraillé entre sa destinée et sa volonté. C'est ainsi que l'esthétique dramaturgique prend appui sur cette tonalité pour donner de la densité et de l'intensité à la crise ontologique du sujet. La dimension thématique. L'objet obsessionnel du poète lyrique ou du personnage pathétique est le produit d'une expérience longtemps introvertie, et qui, par moments, prend forme dans un langage destiné au sujet lui-même. De cette introversion procède une crise de valeur profonde, une crise impliquée dans des formes discursives qui s'interrogent plus qu'elles n'apportent de réponse. 1.1.2 Une forme héritée du roman classique. Le titre que Michel Raymond choisit pour son étude littéraire, La crise du roman, dans laquelle il consacre tout un chapitre au monologue intérieur, est la preuve que cette forme de discours introverti est née de la crise que connaît l'instance narrative dans le roman. Raymond traite de la question à la source. Et c'est pourquoi Joyce et Dujardin sont évoqués comme les deux précurseurs d'un nouveau type narratif, qui met en scène la pensée profonde d'une instance libérée de la tutelle du narrateur-locuteur. L'auteur s'appuie sur la préface de l'Arbaud dans le but de rappeler deux faits majeurs. Le premier concerne l'influence que Dujardin exerce sur Joyce, dont les options vont ériger le courant de conscience en principe de narration. À plusieurs reprises, l'Arbaud tient à exprimer tout l'intérêt qu'il trouvait au roman de Dujardin qui était une des sources formelles de Ulysse. Le deuxième fait du mie un véritable objet de débat, dans la mesure où la nouvelle forme s'affiche comme un mode d'énonciation réfractaire, comparé aux options qui président à la narration classique. Ainsi, la réédition des Lauriers sont coupés avec une préface de l'Arbaud en 1924, vint relancer la question du monologue intérieur. Raymond attribue à cette forme deux propriétés majeures. Il s'agit de l'emploi de la première personne du singulier et de l'expression spontanée des sentiments intimes.
Cette définition semble être formulée sous l'attraction du modèle du monologue développé dans Les Lauriers sont coupés. L'on verra par la suite que le mie est loin d'être cantonné dans un mode d'énonciation qui fait de jeu la seule instance du discours intérieur. Raymond emploie par ailleurs l'expression « sentiments intimes », alors que Dujardin caractérise le mie par la pensée la plus intime. Les deux expressions sont-elles commutables ? Il semblerait que l'époque de Raymond était encore dominée par le mentalisme, employé par la philosophie du langage comme synonyme de psychologisme. Mais, qu'il s'agisse de pensée ou de sentiment, l'auteur de la crise du roman fait du roman classique la source du mie. Il soutient que Stendhal y avait maintes fois recours. L'auteur de La Chartreuse de Parme et du Rouge et le Noir, que Raymond cite comme précurseur du nouveau mode d'énonciation de la conscience profonde, n'était pas aussi réfractaire aux lois de l'écriture romanesque. Le discours introverti n'est pas encore libéré de l'hégémonie de l'instance suprême de la narration. Soit les deux énoncés suivants, extraits de La Chartreuse de Parme. Elle, peu à peu sa rêverie prit un autre cours. Y aurait-il quelque chose de réel dans cette science ? Pourquoi serait-elle différente des autres ? E2, mais grand Dieu, ai-je bien le droit de trouver ces choses-là ridicules ? Est-ce bien à moi de me plaindre ? Se dit-il tout à coup en s'arrêtant. Elle et E2 sont de toute évidence deux énoncés dans lesquels se déploie le mie. Dans elle, le mie est anticipé par un discours qui appartient à l'instance narrative. Ce discours inaugural a pour fonction de raconter la genèse de la rêverie dans la conscience du sujet. C'est un cheminement qui va conduire au décrochage, par délégation de parole. Dans E2, le décrochage est lexicalement défini par un verbe de diction employé dans sa forme réflexive, se dit-il. Mais tout comme en elle, E2 déploie cette forme de monologue dans le discours rapporté, plus précisément dans le discours direct, typographiquement marqué par les guillemets. Aussi doit-on rappeler que le discours rapporté est intégré à la narration. Et les fragments qui appartiennent au mie sont rapportés en sous-tutelle. Et la question est de savoir dans quelle mesure les interrogations formulées par Fabrice, en E1 et en E2, participent autant de la pensée rapportée que du monologue intérieur. Avant que la narratologie ne soit édifiée comme approche consacrée à l'examen du texte narratif, la critique littéraire appréhendait le mie, la pensée rapportée et le psychorécit indifféremment. Le mie est d'une complexité telle que son traitement induit, non seulement une confusion discursive avec le DIL et le PDV, mais aussi un risque de confusion narrative avec la pensée rapportée et le psychorécit. Mais qu'il s'agisse de ressemblances ou de différences entre ces formes, qui sont d'ailleurs légion dans l'esthétique stendhalienne et flaubertienne, aucun texte n'érige le mie en principe de narration dans le roman classique du XIXe siècle. Le mie de Flaubert, pour ne citer que lui, n'est invoqué que de façon fragmentaire à la faveur du dédoublement énonciatif. Examinons ce texte extrait de l'Éducation sentimentale. Il quitta ses amis, il avait besoin d'être seul. Son cœur débordait. Pourquoi cette main offerte ? Était-ce un geste irréfléchi, ou un encouragement ? Allons donc, je suis fou. Qu'importait d'ailleurs, puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise, vivre dans son atmosphère. Frédéric Moreau est invité chez les Arnoux. Madame Arnoux chante un air de musique. Cette scène est suivie d'une déambulation dans le Paris nocturne. Le personnage se demande pourquoi cette main offerte. Désormais tout pour lui est déterminé par le grand amour. C'est ainsi que le personnage va donner, à la faveur de la nuit, libre cours à ses idées. Le fragment raconté à la troisième personne du singulier « il » appartient incontestablement au narrateur extradiégétique. Cette instance qui régit la narration matricielle formule trois phrases ayant pour fin de ménager un espace autre dans la narration. Un espace qui anticipe sur le discours du personnage et sur une autre voix dont la source reste indéterminée. Nous avons trois types de phrases formulées différemment. Une interrogation. Pourquoi cette main offerte ? Était-ce un geste irréfléchi, ou un encouragement ? Une double exclamation. Allons donc, je suis fou. Une assertion. Qu'importait d'ailleurs puisqu'il pouvait maintenant la fréquenter tout à son aise, vivre dans son atmosphère. L'enjeu est de démêler les voix qui se superposent dans ce contenu narratif. Il est évident que les guillemets fonctionnent comme un marqueur de décrochage discursif.
Ils ont pour fonction d'introduire le discours de Frédéric Moreau dans le continuum narratif. L'énoncé « Allons donc, je suis fou » est bel et bien un discours direct, d'D qui intègre un monologue intérieur. La solitude du personnage favorise une appréciation à caractère réflexif. L'intrusion du jeu comme une instance autre est la preuve que le narrateur ne prend pas à son propre compte la caractéristique dépréciative que Frédéric s'attribue, « je suis fou ». Il s'agit d'un constat de circonstance formulé au discours direct. Pour Genette, le discours direct, DD, est le signe d'émancipation de tout patronage narratif. Le DD a pour effet de dramatiser une scène racontée. Cette variante du discours rapporté, docteur, participe également de l'esthétique de la réception car le lecteur se trouve, installé dès les premières lignes dans la pensée du personnage principal. Cependant, cet énoncé introverti est intercalé entre l'interrogation et l'assertion, deux énoncés parfaitement intégrés à la narration qui rapportent la pensée du personnage dans le Paris nocturne. En l'absence des marqueurs typographiques, il est légitime de s'interroger sur l'énonciateur des deux questions, d'autant qu'il s'agit de l'interrogation directe. On pourrait se hasarder à dire qu'il s'agit aussi d'une forme de DD sans marqueur typographique. C'est une configuration qui serait favorable à l'adhésion du narrateur à ce débat, né dans l'âme du personnage. L'assertion, qui clôt le processus du débat intérieur, est une forme de docteur qui associe toutes les propriétés du discours indirect libre d'il. On peut en relever trois. L'emploi de la troisième personne du singulier il, l'emploi de l'imparfait pouvait, outre l'emploi des deux morphèmes, adverbial d'ailleurs et conjonctif puisque. Cette configuration induit une confusion référentielle qui rend difficile la distinction entre la voix du personnage et celle du narrateur. De fait, l'on se trouve en droit de formuler deux constats à l'occasion de ce traitement accordé au texte flaubertien. Le premier concerne la difficulté de traiter du mi, dans un environnement énonciatif relativement marqué par la confusion référentielle. La pensée rapportée, à laquelle pourrait se rattacher le mi, aurait trois configurations dans le défilement narratif. Elle est ou bien rapportée au DD, ou bien au dit, ou même au discours hybride qui s'approche considérablement du DIL. Le deuxième constat est en rapport avec le style flaubertien. La séquence traitée n'est qu'un échantillon d'une forme qui est fréquente dans l'écriture romanesque de l'auteur de Madame Bovary et de l'éducation sentimentale. Il est assez curieux que bon nombre de linguistes et de narratologues n'aient pas fait référence à Flaubert, à l'occasion du traitement de la proximité génétique du mi et du dil, auquel s'associe le PDV qui demeure la forme discursive la plus difficile d'accès. Il s'agit dans toutes ces variantes d'exprimer une pensée intérieure. Ainsi, Pierre Lièvre expliquait que le monologue intérieur ne proposait pas de nous communiquer des faits, mais une pensée au moment qu'elle se forme dans le cerveau de celui qui nous en fait part. Mais le propre de la narration de la pensée intérieure est qu'elle se donne pour tâche de rendre accessible, moyennant le langage, des idées, des sentiments ou des sensations, qui non seulement risquent d'être déformés par la transcription en langage écrit, mais aussi subissent une contamination discursive, au cours de ce cheminement qui va de la pensée sans parole aux énoncés prononcés et rendus perceptibles par les mots du locuteur. Le monologue intérieur a ceci de particulier, qu'il a pour contenu un objet qui souvent se voudrait innommable. C'est ainsi que balbutiements, éléments instables, grouillants indiscernables, vies fugitives des tréfonds de l'esprit, étaient la matière sur quoi prétendait se fonder le monologue intérieur. En fait, tout est classé sous le signe de l'indécidable. 1.1.3 Une forme qui repose sur le paradoxe. Le mi est une forme qui repose sur le paradoxe. C'est que d'une part, le locuteur rapporteur du fait, toute variante du docteur confondue, rend compte d'un discours naissant encore à l'état brut, qui n'est pas encore transcrit par le narrateur. D'autre part, le locuteur rapporteur s'applique à sélectionner les mots adéquats, afin de rendre accessible la pensée du sujet de conscience ou du centre de perspective. Emmerich Fischer analyse ce procédé qui se rapporte à l'expression de l'introversion et constate sa contradiction interne, le mi étant partagé entre l'expression d'un secret intime et la communication d'un discours. Pierre d'Exideuil emploie la métaphore marine pour décrire la complexité du mi qui, selon lui, devient une cloche à plongeur, qui nous descend soudain à des profondeurs marines et qui permet de saisir la pensée, non encore filtrée et décantée, mais à l'état brut. Le succès du courant de conscience,
comme principe d'écriture romanesque à la suite de Dujardin et de Joyce, se révèle d'une importance majeure, dans la mesure où le langage de l'inconscient sera adopté comme un nouvel outil de création verbale. En 1924, certains critiques littéraires tentent de rapprocher l'écriture automatique, caractéristique du courant surréaliste, du mythe et du courant de conscience. Michel Raymond n'est pas de cet avis. Il soutient que c'est de façon abusive que la critique conférait au monologue intérieur le pouvoir d'investigation auquel prétendait l'écriture automatique. Dans la crise du roman, l'auteur constate que le mythe, du moment qu'il est monologue, n'est pas tout à fait intérieur. Ce constat n'est pas anodin, au moins pour 3 raisons. Le sujet en question est vraisemblablement sujet parlant. C'est une instance scindée en 2 entités. Elle est à la fois locutrice et interlocutrice. Cette expression réflexive permet au personnage d'échapper à une certaine forme de schizophrénie. Le discours intérieur est par ailleurs passé du statut du langage intérieur au statut du langage parlé. Et quand Frédéric Moreau disait « Allons donc, je suis fou », ces propos sont bel et bien prononcés, la preuve est qu'ils sont rapportés au DD par un narrateur-locuteur. Le langage intérieur ou l'endophasie est un mode d'expression consigné par écrit. Derrière cette activité scripturale il y a un auteur, un sujet qui fait passer un langage, non verbalisé, du potentiel au réel. Ainsi le mythe, par le seul fait qu'il est écrit, perd en puissance et en identité. C'est dire qu'il est illusoire de rendre par les mots ce qui relève des images silencieuses. C'est une trahison que de représenter le royaume du silence par ce brouhaha sempiternel. C'est une entreprise chimérique que de prétendre traduire par le langage ce qui échappe au langage. Le mythe, du moment qu'il nous communique des pensées et non des faits, participe d'une phénoménologie de la perception. Le sujet du discours introverti nous fait part d'une pensée, non racontée sur le mode du passé, mais en cours de formation et qui prend forme dans l'impression fragmentaire, peu soucieuse de la cohérence. C'est un mode de perception fugitive né de la confrontation avec l'espace et le temps. Cet aspect rend compte de 2 réalités. La première est psychanalytique. Elle concerne le sujet en tant que tel. Le mythe, qu'il soit raconté au DD ou au dit, rend possible l'exploration du moi profond du sujet de conscience. Ce mode, au sens genésien du terme, appartient à la narration réflexive, dans la mesure où le sujet ne raconte pas, mais se raconte, se met en scène et se met à nu. La perception de cette réalité est d'autant plus complexe qu'elle ne dépeint le moi profond qu'à travers le monde extérieur. Ce mode de perception est à la fois réflexif et projectif, dans la mesure où l'identification n'est possible que lorsque le sujet projette sur un objet des caractéristiques de lui-même, afin de rendre possible l'accès au tréfonds de son âme. La deuxième est phénoménologique. Elle est relative à la manière dont le réel est perçu par ce même sujet, lequel perçoit le monde environnant à un moment déterminé, dans l'espace et dans le temps. Dans la perspective de Merleau-Ponty, l'instantané de la perception communiquée fait que le présent récupère le passé, ne serait-ce que pour permettre au sujet de se l'approprier en permanence. Le présent tient encore dans sa main le passé immédiat, sans le poser en objet, et comme celui-ci retient de la même manière le passé immédiat qui l'a précédé, le temps écoulé est tout entier repris et saisi dans le présent. Dans ce rapport au monde extérieur, la perception du sujet n'est ni réflexive, ni projective dans l'approche bakhtinienne qui perçoit le phénomène du monologue intérieur tout autrement. L'auteur du marxisme et la philosophie du langage part du principe que la langue est une activité sociale partagée. Il appartient à tout un chacun d'en faire usage, mais contrairement aux thèses de la psychanalyse, le langage en action ne se soumet pas aux exigences de la pensée intérieure. C'est plutôt le monde intérieur qui se conforme aux normes de ce mode d'expression commune, parce que ce n'est pas tant l'expression qui s'adapte à notre monde intérieur que notre monde intérieur qui s'adapte aux possibilités de notre expression. Bakhtin soutient que le centre nerveux, centre de toute activité énonciative, se trouve dans le milieu social, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Le sujet de conscience est donc travaillé par la langue, plutôt qu'elle n'est forgée par son effort. Il en découle que l'usage individuel de la langue n'est qu'un vaste écho de la voix plurielle, de la vox populi selon les propres termes de Ducrot. Se pose alors le problème de l'individualité de la création poétique, lyrique en particulier, dans laquelle le monologue intérieur a droit de citer. Si le sujet est déterminé par les possibilités qu'offre la langue,
définie comme activité sociale, qui reflète l'appartenance à une communauté d'individus, on se trouve en droit de s'interroger dans quelle mesure l'usage individuel de la langue dépeint le profil individuel du sujet. Dans cette optique, le monologue n'est en définitive qu'un dialogue biaisé. Cette posture énonciative trouve son écho dans l'écriture de deux auteurs, un romancier et un poète. Les deux développent une esthétique qui corrobore l'idée d'un dialogue réflexif. Ils sont cités par Bernard Valette à l'occasion de l'examen qu'il accorde au discours de l'introversion. Dans la modification de Butor, il s'agit plutôt d'un vous auto-allocutif qui signale, comme dans Zone de Guillaume Apollinaire, une sorte de dialogue intérieur. La question est de savoir dans quelle mesure les deux auteurs adoptent une narration et une configuration similaires. Dans Zone, le narrateur apollinarien instaure une narration allocutive. Ce fragment de poème en est la preuve. Voilà la jeune rue, et tu n'es encore qu'un petit enfant, ta mère ne t'habille que de bleu et de blanc. Tu es très pieux et avec le plus ancien de tes camarades René d'Alise, vous n'aimez rien tant que les pompes de l'église. Il est 9 heures, le gaz est baissé tout bleu, vous sortez du dortoir en cachette. Dans ces 5 vers, le poète s'adresse dans un premier moment à un destinataire singulier tu, puis dans un deuxième moment, le destinataire devient pluriel vous. Ce vous signifie tu associé à un autre, René d'Alise. Mais cet échange s'inscrit dans une configuration auto-allocutive, et l'on savait que le poète s'adressait dans ce poème liminaire à l'enfant qu'il était. Cette voix scindée en deux instances correspond parfaitement au discours du Mi. Michel Butor écrit une œuvre qui se prête parfaitement à un traitement allocutif assez particulier. Soit l'extrait suivant. Cet homme vous dévisage, agacé par votre immobilité, debout, ses pieds gênés par vos pieds. Il voudrait vous demander de vous asseoir, mais les mots n'atteignent même pas ses lèvres timides. Ici, la phrase « cet homme vous dévisage » participe d'un mode d'expression rare dans l'énonciation romanesque classique. On pourrait penser à Diderot ou à Stendhal dont l'écriture fait usage de la fonction allocutive au cours de la narration sans que cela soit la norme. L'emploi de vous dessine un cadre figuratif particulier. Le délocuté du récit est supplanté par l'allocuté de l'énonciation. La deuxième personne du pluriel est la figure cible du discours, mais aussi la figure source, puisque c'est de son tracé, en tant que héros du roman, qu'il s'agit. Le vous dont l'attitude cognitive est transposée dans le discours de l'auteur, peut-il commuter avec le délocuté il ? Dans ce contexte discursif, l'allocuté et le délocuté du discours sont deux figures qui seraient réversibles. Pour Benveniste, vous serait anaphorique de on. Ici, le pronom de la deuxième personne du pluriel singularise l'instance allocutive afin de lui permettre d'assumer sa fonction d'actant narratif. L'actant narratif fusionne avec l'instance parlante, pour produire un mode de discours qui serait assez proche du monologue intérieur. Le traitement accordé au texte cité auparavant conduit au constat que le mi et les formes de la pensée intérieure ne se soumettent pas au même mode de narration. L'on se propose de distinguer 4 modes de narration relatifs au mi. Le mi direct, raconté au présent, le cas de Butor ou d'Apollinaire. Le mi direct, raconté au passé, le cas de Proust, la réminiscence. Le mi rapporté, raconté au présent, le cas de Flaubert. Le mi rapporté, raconté au passé, le cas de Stendhal. Michel Raymond fait une distinction dichotomique du mi, en accent sur les 2 modes de narration. Le présent et le passé. La différence entre Proust et Joyce est que Proust ressuscite le passé et au cours de son effort même ordonne pensée et sensation, tandis que Joyce enregistre instantanément les mouvements présents du cerveau ou semble les enregistrer. L'on pourrait se demander pourquoi Apollinaire et Butor sont classés ensemble. La réponse est qu'il s'agit, chez les 2 auteurs mentionnés au préalable, d'une forme dont le centre de perspective n'est autre que le narrateur lui-même. Dans les autres cas, le sujet de conscience est un actant qui est au centre d'un récit de parole, et nous savons qu'il ne faut pas confondre le récit d'événements passés vus par une conscience avec le déroulement présent d'une conscience. C'est en portant l'intérêt à la remise en cause de l'instance narratrice que les théoriciens de la création verbale découvrent avec engouement cette littérature qui favorise l'expression spontanée des fantasmes qui échappent désormais à la censure narrative. Les critiques littéraires semblent avoir reconnu la part individuelle de l'expression de la pensée, tout en donnant le primat à l'approche psychanalytique et sociologique du phénomène du langage.
Dans le courant de notre conscience, la parole persuasive intérieure est ordinairement mi-nôtre, mi-étrangère. Sa productivité créatrice consiste précisément en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.